Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau sur la voie du changement. Bienvenue à nos collaborateurs. Salam alaikum, Chérif Driss. Salam alaikum, Kamal Cheket. Vous arrive-t-il, vous, de vous demander pourquoi le cinéma occidental affiche tant de représentations très fausses, très factices, très virulentes et odieuses à l'encontre de l'islam et des musulmans? Quel est l'objectif d'une telle stigmatisation qui remonte au début du cinéma? Cela a-t-il un rapport avec la réalité politique et économique et permet-il de faire des pronostics sur ce qui est prévu à l'encontre de l'islam et des musulmans? On en parle ce soir avec vous d'abord, Chérif Driss. Première question, si on revient à la représentation de l'islam et des musulmans dans le cinéma occidental en général d'abord, il y a beaucoup d'amalgames qui sont véhiculés et il est très difficile de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Effectivement, c'est-à-dire que le cinéma, au-delà de l'aspect de divertissement, de ce qui est son rôle primordial, par la suite, elle a évolué pour devenir une machine à brasser de l'argent. Il y a l'aspect mercantile commercial qui est très présent. Mais cela dit, l'aspect plus important, c'est que le cinéma, elle construit une réalité. Il y a un discours qui est développé, on construit une réalité et on déconstruit une réalité. Et là, le rôle des représentations, il est fondamental. Depuis l'existence du cinéma, c'est-à-dire quels que soient les sujets qui ont été traités, on a toujours essayé de se représenter une certaine réalité, soit de façon à faire rêver le téléspectateur, soit à le faire peur, soit dans le sens de légitimer une situation ou délégitimer une situation. Par rapport à l'islam et aux musulmans, l'islam et les musulmans ont de tout temps été présents dans le cinéma occidental, aussi bien européen que américain. Et cette présence, c'est-à-dire que c'est à travers le temps, à travers plusieurs temporalités, c'est-à-dire que la première, c'est l'islam dans le cadre d'une référence à l'histoire médiévale. Et on peut citer quelques cas, comme le film Le Cid, qui a mis en vedette l'acteur Charlton Heston. L'islam, c'est-à-dire dans le cadre de la colonisation, avec certains films, soit Khartoum, avec qui relate un petit peu le début de la colonisation. Khartoum, début de la colonisation britannique. Et au troisième lieu, c'est ce qu'on appelle dans le cadre de l'histoire contemporaine, à travers des événements que je dirais un peu récents, c'est-à-dire notamment depuis les années 90, les attentats d'Oklahoma en 93, la guerre en Irak en 91, la deuxième guerre, l'intervention militaire Renard du désert en 98, et avant ça, l'invasion de l'opération, ce qu'on appelle l'opération militaire en Somalie en 92, avec le film de Fall of Blood, ce qu'on appelle la chute du Faucon Noir. Et on arrive à une troisième étape qui est relativement récente, c'est le 11 septembre. Et le 11 septembre qui a donné naissance à un foisonnement d'une production cinématographique qui a mis, je ne dirais pas en vedette les musulmans et l'islam, mais qui a donné une représentation qui va dans le sens d'une certaine altérité, d'un certain, ce qu'on appelle un sujet qui est devenu clivant. C'est-à-dire que les autres, nous et les autres, les musulmans ont été dans la plupart des cas, représentés comme les autres, comme ne faisant pas du corps occidental, avec tous les clichés, les stéréotypes qui sont soulevés. Et là, on aura loisir à en débattre au cours de l'émission. Je dirais que ces clivages-là ont toujours existé. Ce eux et les autres a toujours existé en fait depuis le début du cinéma où il y avait cette période coloniale où on voyait l'autre, ce musulman, toujours en bas de l'échelle ou dans un état de quasi-esclavagisme. Oui. C'est une constance qui est toujours là. Donc. Alors on essaye d'en faire une vérité, voilà, même une vérité absolue. Une forme d'islam et de musulmans imaginaires. Oui. De toute manière, la vocation même du cinéma, avant même que ne viennent ce qu'on appelait les marchands de sable, ces nababs essentiellement juifs et pro-sionistes, oui, les vendeurs de rêves, on les appelait aussi les marchands de sable. C'était vraiment donc ces gens-là, avant même qu'ils ne viennent, les salles de cinéma étaient des salles où l'on allait pour voir des images de propagande de guerre, généralement. Donc il a gardé, on comprend actuellement quelle est réellement la vocation de l'image, ou de ce média en quelque sorte. Quand on voit certains films,
on n'est pas très loin des premières études, des premières conclusions faites par les premiers orientalistes après le Concile de Trente. Pratiquement, nous sommes au XIIIe, XIVe siècle, donc c'est les mêmes idées qui sont servies, réchauffées, resservies, réchauffées et puis resservies à satiété, à qui voudrait les consommer. Ça marche de la même manière. Et puis, j'ai dit une fois à une journaliste, nous sommes à une époque où la vérité n'appartient pas à celui qui dit vrai, elle appartient à celui qui parle le premier et le plus longtemps possible. Donc cette redondance va fatalement plonger, c'est comme dans un système de brainwashing, c'est comme un système de lavage de cerveau. Vous conditionnez les gens pour qu'ils acceptent certaines choses, pour qu'ils les intègrent eux-mêmes dans leur quotidien. Et c'est ce qui se passe. Laissons l'islam de côté. Je me souviens quand on était enfant, il n'y avait pas, dans les années 70, il n'y avait pas les jeux comme les games comme actuellement. Et on jouait par exemple des films westerns, c'était les Indiens et les cow-boys. Et je me souviens, au moment de faire la distribution des rôles, personne ne voulait jouer l'Indien. Parce que l'Indien, c'était celui qui incarnait le mal à travers un cinéma que l'on nous a servi, resservi, jusqu'à ce que la chose soit devenue une vérité pour tout le monde. On ne voulait pas jouer le rôle de l'Indien. Quand on gagne en maturité et que l'on a accès à la véritable histoire, on se rend compte que l'Indien finalement c'était un pauvre être humain qui a été massacré, et qui a été dont l'espèce a failli disparaître de la terre. Vous comprenez? Donc c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire on va lancer un courant de pensée, on va créer un état d'esprit et on va ensuite justifier ou légitimer des actions politiques ou même militaires. Sur le plan idéologique, vous avez l'affaire le fameux livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, qui a donné naissance à un paradigme qui prévaut toujours en dépit du fait que lui-même s'en est défait. Et sur le plan stratégique ou militaire ou même politique, ce même paradigme va donner une certaine légitimité à des puissances comme les États-Unis pour créer des guerres, pour aller en guerre, pour créer ce choc. Pour se faire, parce qu'il y a derrière tout ça, il y a un petit lobby essentiellement juif, sioniste, qui se fait beaucoup d'argent là-dessus. Vous avez parlé de cette référence médiévale donc dans le cinéma occidental lorsqu'on parle de l'islam, lorsqu'on parle du sarrasin. Et donc il y a plusieurs films. Et ça revient en force en fait. Il y a beaucoup de films qui reviennent à cette période-là de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas en fait un référent historique lié à la puissance des musulmans à l'époque et donc à leur arrivée aux portes de l'Europe? Effectivement, c'est-à-dire que quand on parle, sans aller trop plus loin, généralement on sait toujours le cas, la bataille de Poitiers, c'est-à-dire que l'arrivée des musulmans et tout ce qui s'en est suivi. Mais en fait, c'est-à-dire que la référence médiévale, pour la simple et bonne raison, que généralement quand on parle de l'histoire médiévale, on fait toujours appel aux inquisitions, notamment en Europe. C'est montré en fait que les Européens ont été des inquisiteurs envers leur corréligionnaire, notamment avec l'Église l'Église catholique, qui a imposé un certain ordre qui est très strict. On fait notamment allusion à la Torquemada, le prêtre Torquemada avec l'Inquisition espagnole. L'Inquisition espagnole du tout. Quelque part, on essaie de déconstruire cette idée d'un Occident inquisiteur, d'une religion inquisitrice, et la remplacer par un autre qui est l'islam, c'est-à-dire qu'on montre que les musulmans, en fait, ils étaient plus inquisiteurs que les chrétiens. Et je cite le cas d'un film qui est très connu, qui est Le Cid, qui a mis en vedette l'acteur Charlton Heston. Le film, il est très bien fait, mais il y a une certaine façon, je dirais, une certaine sournoiserie à montrer quelque part les bons musulmans et les mauvais musulmans. Quand on prend par exemple Charlton Heston, quand il voit qu'il se lie en amitié avec un musulman de l'Indonésie qui a rejeté
c'est coreligionnaire. Quelque part, on se dit que voilà, en fait, l'islam et les musulmans, il y a les bons, il y a les mauvais. Et dans une scène qui montre que c'est ce qu'ils appellent, eux, les mauvais musulmans, quand ils étaient en train de torturer un chrétien, qu'on lui demandait d'abjurer sa religion, d'abjurer, il leur dit « je mourrai que de renoncer ». Plutôt mourir. Voilà, c'est l'image qui a été renvoyée, c'est-à-dire qu'en fait, dans la période médiévale, les musulmans étaient tout aussi inquisiteurs. On peut aller allonger la liste de certains films, c'est-à-dire qu'en Europe, un film qui a fait polémique à l'époque, c'est Angélique et le Sultan qui a mis en vedette, au-delà de l'aspect sociétal de rapport à la période, c'est que le fait est qu'on a renvoyé une image d'un sultan, notamment les Sarrasins, les Turcs, c'est ce qu'on appelle c'est des inquisiteurs, c'est des tortionnaires qui aimaient couper les têtes, qui forçaient. Notamment la scène, quand il a torturé, on lui dit abjure ta religion, convertis, il leur a dit non, je ne vais pas me convertir. C'est-à-dire qu'il y a une période où. C'est-à-dire qu'on montre l'islam comme la religion du glaive. La religion du glaive est une religion oxygène. Ouais. Oxygène. Mais le rapport, ce qu'on appelle le référent médiéval n'a pas complètement disparu du cinéma américain. On cite, même s'il ça fait 15 ans, 17 ans qu'il a été tourné, Kingdom of Heaven. Oui. Kingdom of Heaven, qui a mis, il nous a donné une image qui est un petit peu contraste entre d'un côté des Templiers très intolérants, extrémistes, face à des chrétiens qui étaient tolérants et à des musulmans qui étaient tout aussi intolérant, mais avec un chef qui est Salah ad-Din al-Ayyubi, qui était tolérant, qui était compréhensible. C'est-à-dire que l'image, c'est le contexte, notamment le contexte post-11 septembre, et notamment cette guerre qui a été lancée contre le terrorisme, où on a placé le débat en termes de l'islam versus l'Occident. Et la référence médiévale, elle a été mobilisée dans la filmographie occidentale, aussi bien européenne et américaine, mais tout en prenant soin, pour certains réalisateurs, je dirais, de ne pas tomber dans cet amalgame flagrant comme cela a été le cas pendant les années 60 et 70 dans certains films. C'est pour dire que il y a une certaine volonté quelque part de remettre en scène, de mettre en valeur la religion chrétienne, les référents à la chrétienté, les référents à la civilisation judéo-chrétienne, mais cette volonté, ce travail de mise en valeur se fait le plus souvent de manière très maladroite, et on crée une certaine altérité vis-à-vis de l'islam. Certains réalisateurs, notamment ultra-conservateurs, poussés par une certaine droite sioniste, une droite ultra-conservatrice aux États-Unis, certains producteurs, ont fait en sorte de produire une filmographie qui est allée dans le sens de créer l'amalgame, de créer ce schisme entre l'islam, pas uniquement entre les musulmans et les chrétiens, mais versé dans ce qu'ils peuvent appeler dans le choc des civilisations qui a été, je dirais pas théorisé, mais mis en valeur par Samuel Huntington. Je dirais que peut-être qu'on ne peut pas dire que quelques producteurs, parce que généralement ces films, ce sont des films à gros budget. Tout à fait. Donc les films blockbusters, c'est eux qui renvoient cette image-là de l'islam. Et comme vous le dites, il y a cette volonté de couper le monde, en fait, lorsqu'on parle de l'islam, de couper le monde en deux, entre le côté... je ne peux pas dire oriental, parce que dans l'Orient, il y a l'islam, il y a d'autres religions, mais on a cette impression-là, l'Orient musulman et l'Occident judéo-chrétien. Oui. Il y a cette volonté-là. Alors c'est quoi l'objectif de couper le monde en deux, à travers les films, en fait? On a l'impression, dans ces films-là, que l'Occident n'arrive plus à se représenter lui-même qu'à travers ce schisme-là. Si je peux me permettre, c'est-à-dire que, pas uniquement l'islam, je citerai le cas d'un film 300. 300, oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le schéma... 300, Légion et tous les films qui ressemblent 300, c'est ce qu'on appelle, c'est l'archétype d'une certaine vision, non pas entre l'islam et l'Occident, entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, 100 nations d'Asie face à 300 combattants qui représentent ce qu'on appelle... Ça, c'est l'eurocentrisme. C'est l'eurocentrisme, tout à fait.
tout à fait. L'eurocentrisme, est très présent. C'est-à-dire que l'eurocentrisme, il est très présent. 300 symbolise parfaitement. Ça symbolise l'Europe. Hein. Ça symbolise l'Europe face à un Orient barbare, sous-développé et qui refuse toute idée de civilisation. Mais pendant les années 90, quand il y a eu la chute du mur du Berlin et le début d'intégration en Europe, les États-Unis, à l'époque George Bush père, qui a triomphalement annoncé la fin de la bipolarité et l'émergence d'un monde unipolaire dans lequel les États-Unis seraient la première puissance mondiale. Sauf que le problème qui s'est posé, c'est que cette puissance s'est construite sur la base de l'existence d'un ennemi. L'ennemi, cet ennemi-là, c'était le bloc soviétique, l'URSS. Mais là, pendant les années 90, on était à la recherche d'un ennemi, avec une organisation militaire, l'OTAN, qui est sortie triomphalement sans tirer la moindre balle. Maintenant, il faudrait trouver un référent qui légitime une certaine démarche stratégique. Cette démarche stratégique devrait avoir sa déclinaison au niveau discursif et, dans le cadre du niveau discursif, au niveau de la représentation, au niveau de l'image, dans le cadre du cinéma. Pendant les années 90, on a commencé à façonner, à essayer de trouver ce discours qui est légitime, qui soit le socle sur lequel repose une certaine vision stratégique, stratégico-militaire. Et on a commencé à travailler dans ce sens, notamment avec un film qui a été produit, qui a créé une forte polémique aux États-Unis, c'était le siège. Oui. Le siège, c'était vraiment, on pourrait dire que c'était le summum d'une certaine vision, tendant vers le clivage, en mettant en vedette des musulmans, des Américains, des musulmans, face à des non-musulmans qui ont été menacés. Mais le plus pernicieux dans tout ça, et on rentre dans le cadre du procédé en lui-même, on a en face de nous des acteurs, un général de l'armée qui veut à tout prix capturer ce qu'ils appellent un chef terroriste, un agent du FBI qui essaie de prendre le bâton entre les milieux, et un musulman joué par un franco-tunisien, Sami Bouadjila, qui a joué le rôle du terroriste, du chef terroriste de la cellule dormante. Donc, ce film, il a entretenu l'amalgame à tel enseigne que ça a créé une très très forte polémique aux États-Unis. Mais avec le 11 septembre, ça veut dire que la cadence s'est accélérée. Ouais. Ce qui est quand même assez bizarre, parce que normalement, vu ce qui s'est passé le 11 septembre, on aurait pu croire que ça devrait diminuer justement pour éviter tous ces clivages. Mais c'est pas ça ce qui est... Oui, parce que vous avez face à vous tout un système de communication et de propagande, carrément, à la Goebbels. On fait vraiment, plus le bobard est gros, plus il va être mieux digéré par les gens. Donc c'est ce qu'on a fait. La seringue hypodermique de Laswell. Avant la chute du mur de Berlin, certains think tanks américains, les premiers think tanks américains, commençaient déjà à parler de la Troisième Guerre mondiale. Celle contre l'ennemi, le nouvel ennemi à venir, que l'on allait façonner de toutes pièces, c'était l'islam. Après la chute, au début, déjà avant la fin de la première moitié des années 90, il y a certains think tanks américains qui ont commencé à parler de la 4e guerre mondiale, toujours contre l'islam. C'est-à-dire que vraiment, nous avons des forces occultes qui ont sur nous plusieurs longueurs d'avance, pas une seule. Et on met ça, on instrumentalise du mensonge. C'est carrément du pipeau. Vous êtes dans la logique, par exemple, Karine Armstrong, dans bon nombre de ses livres, parle d'Albert von Bollstedt, qui inventait tout et n'importe quoi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui à un moment donné avait reconnu et qui avait dit, vous savez, il y a certaines des choses que j'ai dites, je les ai entendues dans la rue, tout simplement. Et vous avez... C'est la même manipulation que vous allez retrouver, par exemple, chez Guillaume de Tyr, dans l'histoire des croisades, ou bien Michaud. C'est la même chose. On va jouer sur... On va créer des mensonges de toutes pièces parce que les gens les gobent facilement, tout simplement. Et c'est à partir de là qu'on va ressentir, du moins moi, quand je vois certains de ces films, je suis dans une logique du tout, quoi. Et ce qui est le plus aberrant dans tout cela, c'est ce référent de judéo-chrétienté qui est mis en avant.
nous les judéo-chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens du point de vue doctrinaire, du point de vue religieux, du point de vue rationnel, et encore moins. D'autant que l'Occident n'est pas judéo-chrétien. Les musulmans, ils sont partout. Du point de vue, non. Du point de vue même historique, oui. Ça ne marche pas. Et le problème, c'est que même sur le plan eschatologique, si l'on se fie à tous ces textes de l'Apocalypse, de l'annonce de la fin des temps, ces deux religions ne peuvent qu'aller vers la confrontation, le christianisme et le judaïsme. Donc, on est vraiment face à une diabolisation systématique de l'islam. On va tout faire, même quand l'islam est plus ou moins bien présenté, on va toujours faire en sorte de créer une sorte de... On met mal à l'aise une grande partie des musulmans, quitte jusqu'à... Ça peut même créer une sorte de complexe vis-à-vis de l'islam. Et là, vous avez des musulmans qui, à la fin, à la limite, ceux qui subissent le plus cet effet du cinéma ou de la manipulation de l'image, de l'information, qui vont à la limite raser les murs, vivre en vase clos. Lorsqu'ils sont à l'intérieur de ces pays-là. On remarque... Le problème, c'est que ça contamine même notre propre cinéma. Oui. Bien sûr. Notre propre, nous avons... Non, je ne parle pas de l'Algérie. Oui. Je parle de... Même l'Algérie, non. Même ici, il y en a des petits spécimens que moi j'appelle les caisses de résonance. C'est-à-dire, ce qui se fait là-bas, on va le refaire ici. Et puis, le plus beau dans tout ça, c'est que vous avez des financements un peu occultes. D'où vient l'argent de ce film? Oui, c'est tel groupe, telle association. C'est toujours... ça vient de la rive nord de la Méditerranée. Donc, il y a comme dirait l'autre, baleine sous caillou. Donc, Alors, pour en revenir à la question de la représentation, donc le musulman qu'on voit là, dans ces films-là, il est soit... Donc, vous avez cité Kingdom of Heaven. C'est vrai qu'on voyait Salah ad-Din al-Ayyubi comme un sage, leader, etc. Manière, pardon. Mais oui, allez-y. Là, il y a tout. Vous savez qu'à cette époque, malheureusement, les musulmans n'ont pas fait ce travail de l'histoire qui consiste à montrer les effets justement de la reconquête de Jérusalem sous l'aspect réel ou la dimension, la portée réelle qu'a eu justement cette reconquête. Vous savez qu'en Europe, pendant des temps non négligeables, les mères en donnaient le nom de Saladin aux enfants chrétiens, parce que c'était un exemple, pas d'humanisme, mais d'humanité. Oui. Donc, et là, justement, on ne peut plus cacher cette réalité de l'histoire, parce que nous sommes justement à une époque où il se développe surtout avec Internet, une forme de cinéma qui a tendance à dénoncer ce qui se fait au niveau du box-office. Toute cette manipulation, elle est dénoncée plus ou moins. Le meilleur film, le plus valable, le plus admissible concernant le 911, le 911, c'est Michael Moore. Avec, c'est comment il s'appelle le film? C'est Fahrenheit, je ne sais pas, 911 Fahrenheit, à peu près ça. Donc, mais nous, là, maintenant, nous avons aussi appris, non pas à regarder, à réfléchir, à voir, à essayer de sous-peser tout ce qui nous est servi. Nous sommes devenus aussi des consommateurs de ces médias, de ce cinéma, comme le consomment les Occidentaux, qui sont généralement bernés parce qu'on leur sert. Oui, on va revenir aussi à cette question de qu'est-ce qu'il y a en rechange. Je veux dire, lorsqu'on ouvre la télévision et lorsqu'on parle de qualité, en tout cas technique, etc., on trouve que ce cinéma-là. Il est très difficile aussi de dire aux autres de ne pas regarder ce genre de film ou ce genre d'émission, parce qu'il s'agit aussi de questions de qualité. Les gens cherchent quelque chose de un certain niveau. Bon, pour juste revenir à cette question de représentation. Donc, on disait que c'était ça reste assez rare de voir Salah ad-Din al-Ayyubi dans un film occidental. Donc, mais dans le même film que vous avez cité, Kingdom of Heaven, il y a ces musulmans qui sont incultes là, qui labourent la terre, ou alors la femme totalement soumise, qui ne sait rien faire que
je sais plus quoi, bon bref, ou alors il est totalement incapable et fainéant, comme dans le film Indigène, ou alors c'est le musulman violent, terroriste, qui arrive quand même à s'intégrer dans la société occidentale. On le trouve soit un policier ou même dans les services de sécurité, comme dans le film La chute de Londres. Donc cette représentation-là, elle sert à quoi en fait? Enfin, c'est-à-dire que cette représentation, c'est le fruit d'un contexte. Est-ce que l'objectif est de demeurer toujours méfiant vis-à-vis de tout musulman qui est sur leur sol? C'est-à-dire que dans un contexte, c'est-à-dire sécuritaire, ou avec la montée de la peur, c'est-à-dire vis-à-vis des attentats terroristes, bien entendu, on construit un discours, non pas d'apaisement, mais un discours de mise en garde. Il y a pas mal de films. On commençait par The Siege, qui est un cas, je l'ai cité, le siège, qui est un cas, c'est l'expression la plus parlante de cette phobie vis-à-vis du musulman, pas uniquement vis-à-vis du terrorisme, mais vis-à-vis du musulman et de l'islam. Puis par la suite, il y a certains films, après le 11 septembre, qui ont été produits de façon à symboliser, à se représenter le musulman comme étant l'ennemi. C'est-à-dire que même si certains ont essayé de tempérer, mais ils ont quand même, de façon insidieuse, fait glisser ce qu'on appelle cette altérité vis-à-vis des musulmans. Quand on va les procéder, par exemple, la manière de narrer ce rapport à l'islam et aux musulmans dans certains films, je cite un cas très... En France, il y a un film qui est sorti, je crois, en 2012, qui s'appelle Secret Défense, qui parle des services secrets français, comment on recrute et tout. Et dans le film, il y a un immigré qui travaille, et à un moment donné, il a été soupçonné. Son chef lui a dit, voilà, écoute, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois musulman. Il lui a dit, non, moi, j'ai jamais fait le cas, mais je sais que le fait de me voir en train de prier, pour vous, c'est une façon de dire que je ne fais pas partie de vous. Donc, il y a ça. Il y a des films... par exemple, dans les années 80, il y a un film qui met en vedette l'acteur Chuck Norris dans Delta Force, notamment vis-à-vis de l'OLP, les Palestiniens, comment se représenter les Palestiniens, musulmans, non musulmans, comme des terroristes. Munich 2017, oui. la même chose. Et on parle, par exemple, Grayson, la chute du Faucon Noir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une logique où on se représente l'islam comme une religion qui est belliciste, qui incite à la haine et à la guerre, et on se représente le plus souvent le musulman comme avec des éléments qui sont très négatifs, comme étant incapable de s'intégrer à la société, incapable d'admettre la vie de l'autre. Ou alors s'il s'intègre, il est douteux, il fait dans la taqiyya en fait. Tout à fait, il fait dans la taqiyya. Le dernier film j'oublie le nom, dans lequel Russell Crowe et Leonardo DiCaprio, dont j'oublie le nom du film. Le type, il est agent des services de renseignement américains, il est affecté en Jordanie, il se lie d'amitié avec une arabe, mais en face de lui, un groupe terroriste qui sont extrémistes, se représente le musulman sous cette image-là. En fait, c'est-à-dire que la charge émotionnelle négative, elle est très puissante dans certains films. C'est-à-dire que pour eux, le musulman, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est incapable. Et je citerai un cas qui est assez parlant, le film L'Union Sacrée. L'Union Sacrée qui est relativement ancien, presque 30 ans, 88-89. On met d'un côté un policier d'origine algérienne, fils de Harki, et un agent de renseignement, et un policier de confession juive. En face d'eux, le méchant, c'est l'attaché culturel de l'ambassade d'Iran. C'est-à-dire que comment la personne se représente le rapport à la femme, la scène, quand il a vu des femmes venir, il les a chassées, il leur a demandé d'aller se rhabiller de façon décente. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce schéma binaire, c'est-à-dire schéma d'exclusion. C'est-à-dire que le musulman, à défaut d'être un terroriste,
il est le plus souvent incapable de s'adapter, incapable de s'intégrer dans le tissu social. Ou alors, ça c'est lorsqu'il est en Occident, ou alors lorsqu'il est, chez lui, voilà, on le représente, et surtout s'il a un poste, on le représente comme un assoiffé de pouvoir qui est à la solde des Occidentaux, par exemple comme dans le film Syriana. Syriana, carrément, on le dit qu'il est l'arabe du service. Voilà. Dans certains cas, on le représente comme l'arabe du service ou comme quelqu'un qui va là. En fait, c'est-à-dire, généralement, l'idée sous-jacente qui revient, c'est quoi? Un bon musulman, c'est quoi? C'est un musulman sans l'islam. C'est-à-dire que voilà le bon musulman. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, qui mange du porc, qui ne fait pas la prière, qui n'observe pas le jeûne, et dans certains cas, qui a épousé, c'est-à-dire une occidentale. Absolument. Un musulman pas très musulman. C'est-à-dire, en fait, un musulman sans l'islam, et ce qu'on appelle certains récits filmographiques, cinématographiques, ont eu tendance à se le représenter sous cet angle-là. C'est-à-dire que voilà le modèle d'islam qu'on veut, mais j'ajouterai juste une remarque, si vous me permettez, c'est que c'est vrai qu'actuellement, dans la production cinématographique, notamment hollywoodienne, les films sont faits de façon à attirer le spectateur. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, oui, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder. Sauf que c'est vrai qu'après le 11 septembre, il y a ce qu'on appelle le cinéma conservateur, ultra-conservateur, qui a eu pignon sur rue, soit dans le cadre des films, soit dans le cadre des séries. La série 24. La série 24 qui a été produite par Fox News. Fox News, elle est connue comme une chaîne. 24 heures. 24H, qui est très conservatrice. Sky News, Fox, elle appartient au groupe Sky Corp du mania des médias, Rupert Murdoch, qui est pro-sioniste. Il y a ce cinéma conservateur, cette production conservatrice qui a essayé de dominer le cinéma hollywoodien. Par la même occasion, il y a une nouvelle tendance que j'appelle le cinéma libéral. Le cinéma libéral, représenté relativement, je dis bien, par Syriana. Syriana, quand on compare à d'autres films, même si le rapport à l'islam, de façon insidieuse, il y est présent, mais je dirais que Syriana et Grayson, par rapport à d'autres films qui ont essayé de montrer le musulman comme un violent, comme quelqu'un potentiellement belliqueux et dangereux, eux, ils ont essayé de représenter, finalement, le problème, ce n'est pas le musulman, le problème peut-être l'islam qui devrait être réformé. Donc voilà, il y a une divergence, mais elle n'est pas de forme, une divergence de façon de faire, pas en termes de contenu. Et justement, vous en parliez de ce musulman qui est une caisse de résonance de l'Occident. Ça, c'est le musulman préféré dans les films occidentaux. On le montre comme, même lorsqu'il arrive de son pays en Occident, on l'accueille à bras ouverts. Oui, le problème c'est que c'est un bon musulman parce qu'il ne réfléchit pas par lui-même. Il ne pratique pas. Hein. Oui, surtout la prière. Surtout la prière. Là, il peut pratiquer. On ne le voit jamais pratiquer la prière. C'est-à-dire qu'il y a un cas, je citerai un cas, c'est que le cas Robin des Bois. Robin des Bois avec Kevin Costner et Morgan Freeman. Morgan Freeman, il vient, le type un sarrasin qui a fui, qui l'a aidé et tout. On le montre prier et tout, mais on le montre sous un angle très tolérant. Non, voilà le bon musulman. Et à la limite, parce qu'il lui doit quelque chose, c'est son esclave. Il est carrément conciliant. C'est-à-dire que même si certains aspects de sa religion sont bafoués, il est conciliant. C'est ça. Pas de problème. Et le problème, c'est que ce musulman, quand il rêve d'une vie meilleure, elle ne peut se faire que sous le prisme occidental. C'est-à-dire que là, on veut carrément nous faire comprendre que vie heureuse signifie occidentalisation des mœurs. Et c'est vers cela qu'on veut, c'est l'image qu'on veut renvoyer. Et oui, on passe son temps à parler d'amour, Dieu est amour, la religion c'est l'amour, etc. Mais qu'en est-il réellement? C'est ça le problème avec ces gens-là. Un autre aspect du problème, c'est que on a l'impression qu'ils ont réussi. Et jusqu'à un stade... enfin, on sait qu'ils ont réussi pratiquement. Ils ont réussi finalement, oui. C'est moi qui avais l'impression avant ce moment-là qu'ils n'avaient pas réussi. Mais finalement, ils ont véritablement atteint leurs objectifs dans la mesure où nous avons actuellement dans nos sociétés musulmanes des gens avec lesquels nous sommes revenus au b.a.-ba de la religion pour leur faire comprendre que
qu'il y a une démarche intellectuelle qui devrait se faire pour que vous compreniez votre propre histoire. Vous savez, finalement, c'est une recette qui prendra toujours. C'est une solution gagnante à toute épreuve qui est resservie, c'est le même modus operandi. Il marche toujours très très bien. Donc et même, vous parliez des questions, des valeurs morales. Oui. Même les valeurs morales qu'on montre par rapport aux musulmans, on les montre toujours en train de croire à tout ce qui est sorcellerie. Oui, c'est ça. Beaucoup de superstitions. C'est ça. Vous savez, j'ai cité tout à l'heure Guillaume de Tyr et Michaud. Guillaume de Tyr, c'était l'archevêque de Ségovie. Donc, cet homme de l'Église qui devient historien pour la bonne cause, vous dira qu'à un moment donné, les musulmans, pour se défendre contre les armées chrétiennes ou des croisés, ont fait appel à 2 sorcières qui jetaient des sortilèges sur les chrétiens, mais que voilà, la puissance divine a protégé, etc. Et puis avec, je ne sais pas moi, une catapulte, on a pu les tuer, etc. Donc on revient à la même chose, on refait la même chose, c'est l'histoire qui se refait, c'est les mêmes mensonges qui sont resservis de différentes manières. Mais il y a un problème aussi face à cela, c'est que quand on vit dans nos pays musulmans, on a l'impression, enfin là on n'a pas l'impression, on est plus ou moins certain que c'est nous, par notre comportement, par notre manière de vivre, par notre manière d'aborder l'islam. Vous savez, nous les musulmans, nous sommes des peuples sous-développés. Il faut le reconnaître. Sauf que ce que nous n'avons pas encore compris, nous ne sommes pas sous-développés par rapport à l'Occident. Nous sommes sous-développés par rapport aux normes de l'islam. Nous sommes des sous-développés. Nous sommes des arriérés mentaux, carrément, par rapport à ce que dicte l'islam. Attendez, lorsque vous dites on est sous-développé, sous-développé de mentalement, intellectuellement, à tous les niveaux, par rapport à ce que l'islam nous a donné. D'accord. On est sous-développé aussi technologiquement. Oui, non, le fait de ne pas avoir ça se rattrape facilement. Je vous parle d'humanité. Je vous parle de sens du partage, je vous parle de clairvoyance, je parle d'un certain nombre de valeurs. On ne va pas rentrer dans les questions liées à l'humanisme parce que, bon... Je ne parle pas d'humanisme, je parle d'humanité. L'humanisme, c'est quelque chose de péjoratif dans l'état d'esprit qui est le mien. Je veux dire par là que c'est vrai qu'il y a un sous-développement chez nous. Mais ce que bon nombre de gens n'ont pas encore compris, c'est que ce sous-développement dont il est question, il est dû au fait que nous ayons délaissé notre religion. Pas le contraire. Moi, vous avez ces bons musulmans qui sont représentés dans cette filmographie que nous connaissons. Généralement, c'est des gens qui sont pour le modernisme. C'est des gens qui sont contre l'obscurantisme musulman, des je ne sais quoi. Mais ce que ces gens-là n'ont pas encore compris, c'est que quand nous étions rattachés à ces valeurs, nous étions dominants. Quand nous les avons délaissées, voilà le résultat. Donc s'il y a sous-développement sur le plan économique, ou sur le plan intellectuel, ou sur le plan culturel, ce sous-développement, il est dû au fait que nous ne soyons plus à la hauteur de l'islamité qui a été voulue par Dieu pour nous. Et non pas parce que nous sommes en deçà des normes exigées par l'Occident. Vous pensez que vraiment ce cinéma occidental arrive à relayer ces idées-là, justement parce qu'il trouve un référent, une source dans une réalité politique et économique et religieuse dans les pays musulmans? C'est-à-dire qu'il y a un terrain qui est propice, qui est favorable. C'est-à-dire que depuis les années 90, la montée de l'extrémisme et des attentats terroristes, c'est-à-dire bon, aussi bien en Occident, pas les musulmans, par exemple Oklahoma 93, puis le Khobar, Oklahoma, les musulmans n'ont rien à voir, ça a été démontré. Et même, pardon, monsieur Delis,
Même un peu avant cette période, il y avait une vague de terrorisme incroyable. C'était Action Directe, c'était le TA, c'était l'IRA, c'était les Brigades Rouges, la bande Abadère. Donc tout à fait. honnêtement, quand on étudie proportionnellement parlant, puisque les Occidentaux aiment si bien la statistique, statistiquement, même sur les 10 ans à venir, s'il y a la même fréquence d'actes terroristes liés aux musulmans, statistiquement, nous resterons bien en dessous de ce qui a été fait par les groupes terroristes européens qui ne sont plus classés terroristes. C'est-à-dire qu'il y a un travail de l'histoire aussi qui a pour but d'effacer de la mémoire collective eurocentriste toutes ces affaires liées au terrorisme, à la haine, à la réalité même. Je vais parler, j'espère que mes propos ne seront pas mal compris, à la réalité raciste et raciale de l'Occident, tel qu'en parle Kevin Riley dans son film, dans ses 2 volumes, son fameux livre The World and the West, l'Alam ou al-Ghab, qui est téléchargeable sur Internet. Donc lui, il revient à cette idée de race dominante qui est celle des Européens, et par extension, bien entendu, les Américains, parce qu'ils procèdent. Quand on parle des WASP, les White Anglo-Saxon People, c'est des Européens, c'est la race européenne, et qui ne peuvent s'affirmer dans la vie de tous les jours qu'en puisant dans des référents de la mythologie gréco-romaine. On va revenir à cela. On est prométhéen, on prend avec la force, on est vraiment dans c'est des stéréotypes, c'est vraiment, tout est bien cadré. Soit on est dans ce moule, soit on ne l'est pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une réalité qui prépare le terrain, et le cinéma n'est là que soit pour légitimer cette réalité, soit quelque part pour préparer notre réalité. Je m'explique. Pendant la fin des années 80, début des années 90, il y a eu des changements à la fois géostratégiques, au niveau des rapports de force internationaux, géoéconomiques, et au niveau des sociétés occidentales, économiques et politiques, qui fait que ces changements appellent de nouvelles réponses, c'est-à-dire de nouvelles exigences, de nouveaux défis et des réponses. Il arrive parfois que là, on est dans ce qu'on appelle des stratégies des politiques publiques. Quand on a en face de nous la montée, par exemple, du chômage, qui nourrit l'extrémisme de droite, notamment les partis de droite et les ultra-conservatismes, et on cherche la cible. La cible, généralement, en Europe, en France, par exemple, ça reste les Maghrébins, les Arabes, les musulmans. Ce qu'ils appellent aujourd'hui, d'ailleurs, ce changement de nom, c'est le migrant. Le migrant. Ouais. En fait, c'est-à-dire que y a on est passé quelque part un certain regard altérisant. C'est-à-dire que ce franco-algérien, ce franco-marocain, ce franco-tunisien. C'est envahisseur, parce que le migrant, ça amène à un envahisseur. L'affaire de la synagogue de Toulouse ou Nice, je crois. Toulouse, en 2012, l'affaire Marrah, l'affaire de Charlie Hebdo et tout, c'est-à-dire qu'on est passé du franco-algérien au maghrébin musulman. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce facteur, quelque part, de dissociation. C'est-à-dire qu'on le dissocie du tissu, de l'imaginaire de la communauté qui est basé sur des valeurs. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui est incapable, qui est le reflet d'une catégorie de personnes qui est incapable de s'adapter. Aux États-Unis, ce qui s'est passé pendant les années 90, avec la fin de la guerre froide, c'est qu'il y a un déplacement, pas de rapport de force au niveau géostratégique international, au niveau interne. On est passé ce qu'on appelle de la dominance WASP anglo-saxonne vers ce qu'on appelle le Nouvelle-Angleterre, Boston, Washington, D.C., ce qu'on appelle le cœur de la présence WASP, vers la Californie, le Pacifique, avec l'émergence de la communauté asiatique et hispanique, et l'émergence en force de la communauté afro-américaine. L'implication politique au niveau de la participation politique, au niveau de l'accès à la décision politique, et même voire à la décision économique, ça a été bouleversant pour certains. Quand on lit le travail de Huntington, enfin, ce n'est pas son œuvre majeure, Samuel Huntington, il a écrit auparavant des livres extraordinaires. Lui, l'idée, c'est de mettre en garde et de protéger le WASP, ce qu'on appelle les White Anglo-Saxon Protestants. C'est ce qu'on appelle ces Européens blancs de confession protestante et
et d'appartenance anglo-saxonne, qui sont le cœur de la décision politico-économique. Avec le déplacement vers le Pacifique, vers l'ouest, la Californie, tout l'émergence de la communauté hispanique, la communauté asiatique qui est très influente, avec la Chine qui monte en puissance, certains pays dragons asiatiques aussi, et les Afro-Américains qui veulent revoir ce qu'on appelle cette redistribution des cartes au niveau politique interne. Le cinéma américain a essayé de suivre, d'être ce qu'on appelle le prolongement, le porte-parole de cette crainte, de cette phobie, en pondant quelques produits qui mettent pas en vedette, qui met l'index sur le danger que représente la montée, par exemple, des Hispaniques, on représente des films sur la drogue, comme étant les Hispaniques sont les producteurs et les consommateurs de drogue. Les consommateurs de drogue comme des éléments incapables de s'adapter, c'est les Afro-Américains. Des éléments, des agents menaçants, c'est les musulmans. Donc, on met en évidence des sujets clivants. Lesquels sujets clivants, la division, qui confortent quelque part le discours qui veut maintenir la domination anglo-saxonne. J'irai plus loin en développant mon argumentaire, c'est que la plupart des films, quand on met pas en vedette, qu'on essaie de représenter cette catégorie sociale, à savoir les musulmans, même qui sont des chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens, qui n'appartiennent pas au WASP, comme les hispaniques, comme les Afro-Américains, on a toujours tendance à les montrer sous un regard dévalorisant. Alors quand on montre l'acteur blanc, ce qu'on appelle le conservatisme de compassion. À la fin, il y a un problème. Lui, il a été attaqué. On a assassiné son fils. On a assassiné son père. Mais lui, il est capable du pardon, l'autre non. Ce qu'on appelle l'idéologie de compassion. On légitime, on construit ce discours d'un Américain blanc qui fait preuve de magnanimité, de compassion, de tolérance. Par contre, l'autre, ce musulman, il est incapable, il est animé par quoi? Ce sentiment de haine, de vengeance, d'intolérance. Qui est très apparent d'ailleurs dans le film. Mais attendez, pire que cela, c'est que le jour où on arrivera à guérir ce musulman animé de haine, etc., on ne pourra le guérir qu'en coupant ses liens avec sa religion, qui est source de cette haine. Ça veut dire que, à la limite, on vous montre le musulman comme étant quelqu'un qui est capable de faire un travail sur lui-même, de pardonner, etc., de revenir à son humanité en reniant l'islam, qui est le terreau, qui est le milieu de culture qui va favoriser tous ces défauts de l'humain. Oui, il y a un film humoristique, je ne sais plus le nom de ce film, où l'on voit ce musulman qui était dans Daesh, et donc qui est envoyé aux États-Unis justement pour se faire exploser et tuer le président américain. Et donc lui, il aime un petit peu la musique, la chanson. Il va participer à une sorte de spectacle musical, un concours plutôt musical. Et donc il est animé par ce désir de vengeance. Et au fur et à mesure que il va chanter et danser, il va chanter et danser, sa haine va disparaître. Et c'est le président en fait américain qui va lui dire tu fais partie des nôtres. Et voilà. Et donc il devient totalement américain. Oui, il va guérir de l'islam. Voilà, il va guérir. Voilà. Pardon. Il va renier. Parce on comprend qu'il renie Daesh, mais c'est pas Daesh en fait qu'il renie, parce qu'il renie l'islam, il renie Daesh et en fait à travers Daesh il renie l'islam. Quoique nous les musulmans, nous invitons tout le monde à renier Daesh. Le problème c'est qu'avec le fameux choc des civilisations, c'est qu'il y a eu une commande express de la junte politique américaine WASP adressé à Samuel Huntington pour fabriquer le paradigme. Et on a l'impression, parce que vous savez, je ne pense pas que quelqu'un comme Samuel Huntington puisse dormir normalement sans prendre de somnifères, avec tout ce que son livre a pu causer comme dégâts à travers le monde, surtout chez les musulmans, parce que l'Irak, tout ça, c'est venu après ce livre. Le problème, c'est qu'il a voulu se rattraper par la suite. Soit maintenant, il veut vraiment mettre en garde ces fameux WASP, soit il veut revenir à la réalité du terrain américain, parce qu'en ayant écrit par la suite, c'était je pense en 2006, 2004, Who Are We, il est tout aussi dangereux que le premier. Que le premier. Mais vous savez, c'est un changement de cap à 180 degrés, attention.
C'est les hispaniques qui sont mis en avant là-dedans. En fait, c'est-à-dire que la trame, elle est la même. C'est l'idée de protéger les Ouaches et de créer l'ennemi. Si ce n'est pas les musulmans, c'est les hispaniques. Moi, j'ai le loisir de lire les deux ouvrages. Ils sont tout aussi pernicieux l'un que l'autre. C'est-à-dire le choc des civilisations à l'échelle macro, à l'échelle mondiale. Et le prolongement local, c'est Houaroui qui est un livre d'un racisme académique affligeant. C'est-à-dire que lui, sa force, c'est sous le prétexte d'une analyse d'universitaire, cet académisme, mais il y a un racisme qui est instillé. Ça a un nom, parce que je me souviens quand Sylvain Guggenheim a écrit Aristote au Mont Saint-Michel, et qu'il a voulu faire comprendre, scientifiquement parlant, que les musulmans n'ont contribué en rien à l'édifice de cette civilisation moderne, dans un très beau livre qui s'intitule Les Arabes, les Grecs et nous, qui a été coécrit par une quinzaine de savants philosophes. On a parlé d'islamophobie savante. Et justement, ce que fait Samuel Huntington, c'est de la xénophobie savante. Ça veut dire, et là, attention, la chose n'est pas tout à fait nouvelle, hein, parce que si vous revenez à la théorie même de l'évolution, c'est une théorie qui a été utilisée pour c'est-à-dire mettre en avant cette idée qui rendait légitime le fait de dominer les Africains, etc. Parce que d'un point de vue purement scientifique et même humain, on ne pouvait pas les classer tout à fait comme des êtres humains. Et là, attention encore, on revient aux idées fondamentales du Talmud, qui parle du juif et du non-juif, qui est l'ensemble de la population mondiale, le goy, la koum, etc. Et le juif devient le prince. Le complexe de goy. Oui, et les autres deviennent des animaux à apparence humaine. Attention. Et là, ce sont justement mais ce qui me tue, moi, dans tout ça, c'est cette faculté à travestir la vérité et à faire du mensonge un référent. Et parmi les mensonges qu'on n'utilise pas beaucoup, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, il y a l'image du prophète, alayhi salam. Elle n'est pas traitée directement dans les films occidentaux, lorsqu'on parle de l'islam. C'est généralement, on la lie à un musulman, c'est-à-dire à travers ce musulman-là et l'image que renvoie ce musulman-là, c'est du prophète alayhi salam qu'on parle. Ou alors, c'est dans des courts-métrages, des petits documentaires faits par des xénophobes. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une tendance que il y a part des Innocence of Islam qui a été produit par Sam Bassil. Mais généralement, les figures de prophètes, c'est-à-dire que même si elles sont représentées, on évite d'aller vers des figures choquantes. On a représenté les prophètes dans le cinéma à travers Sidna Moussa, Sidna Issa, Sidna Ibrahim. Mais le fait de franchir la ligne rouge, d'aller vers des images choquantes, ça veut dire qu'il y a... Il y a même eu un film classé X. Non, la tentation du Christ de Martin Scorsese en 86, la tentation du Christ, ça a créé un tollé en Occident, notamment la communauté catholique qui a... Même musulmane, même les musulmans, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une fusion entre les deux communautés pour rejeter le film. Pour rejeter le film qui a été on a montré dans l'histoire, on a montré Isa dans le Jésus de Nazareth ou Ben et autres, mais ça n'a pas choqué pour autant. La tentation de Christ, ça a été très choquant aussi bien pour les musulmans que pour les chrétiens. Et même la passion du Christ de Mel Gibson, c'est-à-dire que ça a été... Les dernières heures selon la vision... Pour les Juifs, parce que Mel Gibson, lui, il est soutenu par ce qu'on appelle la droite chrétienne, qui est une très forte communauté. D'ailleurs, même après le film, il a été c'est-à-dire ostracisé par le cinéma pro-sioniste. À un certain moment, on l'a accusé d'être antisémite et par la suite. Mais par rapport au prophète Mohammed, c'est que les grandes productions cinématographiques mondiales américaines, pour des raisons politico-stratégiques, pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons stratégiques, notamment le rapport avec les pays musulmans, on évite de se représenter le prophète de façon très négative. C'est-à-dire que l'erreur a été faite par la tentation du Christ, qui a provoqué un certain
tollé. L'erreur, peut-être on en reprendra la semaine prochaine dans le cadre des médias, les caricatures sur Mohamed Ali Salah dans le tabloïd satirique, le tabloïd danois. Et là, je crois que, quelque part, les grandes productions cinématographiques occidentales se gardent, même si peut-être économiquement ça serait rentable, mais d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique, je crois qu'ils se gardent plutôt, évitent de franchir ce Rubicon. Les grandes productions, peut-être que oui, mais certains, moyennes, petites à moyennes, ils le font. Ils le font, extrémistes, ils le font. Mais après, ça prend des proportions incroyables. Ils n'ont même pas besoin d'avoir comment dire, la publicité la promotion, voilà. La promotion. Ils n'ont même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un précédent, les versets sataniques de Salman Rushdie. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il pende un livre qui est vide, soit dit en passant. Puis il y a eu la fatwa de l'imam Khomeini qui a sorti l'auteur qui est un inconnu. On a fait de lui une célébrité mondiale. Il est devenu même un sœur alors. Oui, c'est-à-dire que puis par la suite, Salman Rushdie quelque part il a enfanté des écrivaillons comme Taslima Nasrin ou Aya Catherine Fouras ou Michel Houellebecq et tout. Maintenant, c'est-à-dire pour se faire connaître, il suffit juste de taper sur l'islam et le prophète, et les musulmans, les montrer sous une facette que certains groupuscules au sein des sociétés occidentales extrémistes, pro-sionistes et tout, qui aimeraient qu'il y ait cette confrontation entre l'islam et les autres. Pourquoi ces films-là sortent à des moments bien précis? Je veux dire, est-ce que le contexte c'est un phénomène international aide à la sortie de ces films-là? C'est un phénomène que, dans le cadre d'un groupe que nous sommes en train... Il y a une fréquence qu'on n'arrive pas à saisir. Pourquoi? Et puis, en même temps, on voit après des musulmans sortir, brûler. Ils ne devraient pas. Oui, enfin, moi, je dis qu'ils ne devraient pas. Ces musulmans-là ne devraient pas sortir. C'est ce que nous disons toujours. Déjà après le fameux l'affaire du 11 septembre, alors de septembre à début juillet, il y a eu plus de 35 000 Américains qui se sont convertis à l'islam. Donc c'est dire que cette religion jouit d'un prestige terrible que les autres n'ont pas. Ça ouvre les yeux sur certaines vérités qui font que fatalement vous allez devenir musulman si vraiment vous raisonnez. Je me souviens de l'affaire en 2006 quand il y a eu les caricatures. Je me souviens que le jour même où on en a parlé, il y avait, c'était une émission en direct à Canal Algérie. Il y avait un groupe d'Arte qui est venu dans le cadre d'une émission, toutes les télés du monde, et on m'a demandé de faire partie du programme. Finalement, les Yiddish, les Juifs allemands sont tellement sélectifs qu'on ne vous fait passer dans ce type d'émission que ceux qui arrangent, qui font l'affaire de ceux qui veulent justement asseoir ce type de réflexion sur l'islam et les musulmans. Et je me souviens, j'ai dit, normalement, nous avons le droit de manifester notre colère face à cela, mais faisons-le de manière civilisée, comme l'auraient fait les premiers musulmans. Ne nous laissons pas aller à la casse, à brûler, à scander des slogans qui n'ont rien à voir avec notre éthique, etc. Et vous verrez que dans les mois à venir, cette affaire, ça deviendra quelque chose de bénéfique pour l'islam. Et ça s'est produit. Vous savez, jusqu'à présent, on est en train de cacher l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire le nombre de Néerlandais et de Danois, de Scandinaves qui se sont convertis à l'islam. Il est terrible, il fait froid au dos par rapport à ces groupuscules. Donc on a l'impression que c'est depuis que le travail des premiers orientalistes a commencé, nous sommes dans la même logique et l'on nous sert les mêmes thèses avec des variantes. Et à chaque fois, on va passer à des crans ou on va passer à des systèmes qui donnent l'impression qu'il y a un changement plus ou moins qualitatif de la chose, mais en fait, nous sommes toujours dans le même esprit. Et l'indice, je pense que derrière tout cela, il y a des gens très très intelligents,
très malins qui, à la réaction même des musulmans, sont à même de dire aux dirigeants, ne vous en faites pas, ils sont toujours au stade d'animaux, de gens qui ne réfléchissent pas, puisque à chaque fois il suffit de les titiller un peu pour qu'ils se mettent dans tous leurs états. Et tant qu'on n'aura pas justement assez de recul, on n'arrivera jamais justement à pouvoir trouver des solutions viables à ce dilemme. Merci Kamal Chikhet, merci Cherif Idriss. On terminera la deuxième partie de cette émission la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.